السيدات والسادة الحضور، الأستاذ عبد الستار بن موسى عضو مجلس الأمناء للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ورئيس الشرفي للرابطة التونسية لحقوق الإنسان، الأستاذة إليزابيتا زاباروتي ممثلة جمعية هانز اوف كيان، الأستاذ روبرتو جوفاني دي جيوروسولي محامي وممثل المجلس الوطني للمحامين الإيطاليين، الأستاذ جمال مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، السيد عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، ممثلي السفارة الكويتية، ممثل السفارة اليمنية والمغرب، وممثل السفارة الإسبانية والسويسرية، ممثلي الإدارة العامة للسجون والإصلاح. La traduction. Changement de casque, s'il vous plaît. Il n'y a personne. Je parle en français sinon. Je parle en français. Donc je souhaite la bienvenue à tous les représentants de la société civile, les représentants des ambassades de Suisse, du Maroc, du Koweït, Yémen, de l'Espagne, ainsi que les représentants de la direction générale des prisons, bien évidemment aux représentants de la société civile, les experts et les expertes amis de l'IADH. On vous souhaite la bienvenue à cette conférence internationale pour l'abolition de la peine de mort en temps de guerre et de lutte contre le terrorisme. Cette rencontre a pour objet de présenter l'état des lieux de la peine de mort dans le monde, dans les pays arabes et en Tunisie, et bien évidemment de présenter des recommandations à la fin de cette rencontre pour, à la limite, voir la différence entre ce qui est entre outils et mécanismes internationaux de respect des droits de l'homme par rapport aux États des condamnés à la peine de mort. Je donne la parole, je passe la parole à Madame Elisabetta Labazzotti pour donner donc son mot d'ouverture. Merci beaucoup et bonjour à tous et à toutes. Merci d'être ici. J'ai aujourd'hui une double émotion. Je suis très heureuse d'être de nouveau avec l'Institut arabe des droits de l'homme pour lutter contre la peine de mort après la première conférence sur la question de la peine de mort dans le monde arabe qu'on avait organisée en 1995. Et ici, à Tunis, dans un pays qui ne pratique pas la peine de mort depuis le 1991 et qui, avec cohérence, a voté à faveur de la résolution pour les moratoires des exécutions capitales à l'Assemblée générale des Nations unies. Je considère cette résolution les contributs historiques que ne touchait pas CAEN, l'association que aujourd'hui je représente ici, et qui est partie d'une organisation qui s'appelle Parti radical non violent transnational et transparti, le parti de Marco Pannella pour les amis qui l'ont connu.
Je disais, cette résolution pour les moratoires des exécutions capitales est le contribut que Ne touchez pas Caen a donné à la cause abolitionniste et qui, à mon avis, est un succès de la méthode non violente du dialogue, car l'abolition, à notre avis, ne peut pas être imposée. On ne peut pas imposer l'abolition, tandis que les moratoires peut être un lieu de rencontre entre les abolitionnistes et les pays qui encore maintiennent la peine de mort, parce que les uns font un pas vers les autres et les pays qui maintiennent la peine de mort font un pas vers l'abolition avec la suspension, et en même temps on peut sauver milliers de vies humaines. Mais l'autre émotion, c'est lié au fait que nous sommes ici à parler de peine de mort dans un contexte mondial de lutte au terrorisme qui est conduit, nous le voyons dans le monde entier, d'une façon qui menace l'état de droit, avec des mesures répressives dont la peine de mort fait partie, qui menacent l'état de droit, et tandis que nous pensons que c'est avec plus d'état de droit qu'on peut combattre le terrorisme. Et c'est la raison pour laquelle nous présentons aujourd'hui un projet soutenu par l'Union européenne qui est dédié à contenir la peine de mort en temps de guerre en terrorisme en Égypte, en Tunisie et en Somalie, trois pays du continent africain qui sont menacés par le terrorisme, parce que, à notre avis, avec ce projet qui est un projet de 3 ans, nous voulons réaliser toute une série d'activités de formation et d'information pour bâtir des alliances avec toutes les forces nationales, les forces régionales et internationales engagées pour l'affirmation des droits humains et pour le respect des standards internationaux. Dans le cadre d'une menace terroriste chronique, nous savons que les citoyennes sont disponibles à renoncer à certains droits. Ils acceptent une limitation des droits civils, surtout s'il s'agit des droits des autres, mais en même temps, nous savons que les mesures antiterrorisme causent elles-mêmes des victimes et que souvent, au nom de la sécurité nationale, on arrive à étendre la peine de mort, à justifier des violations du principe du processus équitable, à limiter les droits de la défense ou les droits d'appel, et aussi, on le voit surtout en Somalie, à militariser la justice civile, et aussi à réprimer au nom du terrorisme les opposants politiques. Alors, je veux dire que la guerre au terrorisme n'est pas seulement un ensemble de lois, c'est aussi un mode de pensée, avec tout son rhétorique qui divide le monde en bien et mal, et
qui peut arriver à considérer même les droits humains comme une interférence avec la sécurité nationale et la raison d'État. Au contraire, l'État de droit et les droits humains ont leur force et doivent avoir leur force exactement dans le temps de crise. Et c'est dans ces moments que les gouvernements doivent respecter encore plus les droits de l'homme. Alors, avec ces projets, nous voulons soutenir la société civile et je suis fort impressionnée par la confiance que les citoyens tunisiens ont par rapport à la société civile en Tunisie. Donc nous voulons soutenir la société civile et les avocats parce qu'ils puissent indiquer aux États comment la lutte au terrorisme peut être conduite dans le respect de l'état de droit, dans le respect des standards internationaux sur les droits de l'homme. Car il faut toujours considérer que la nature odieuse des actes terroristes ne doit jamais être le prétexte pour les violations des obligations internationales que les États ont prises par rapport à la communauté internationale. Nous savons que les États ont établi ces standards internationaux dans la conviction que la sécurité et le respect des droits de l'homme sont des concepts complémentaires. Et donc, ils ont donné une certaine flexibilité aux États pour gouverner même les périodes d'émergence, mais ils ont posé des limitations à respecter. Donc, nous avons, depuis la première conférence sur la peine de mort dans le monde arabe dont j'ai parlé, nous avons vu que nous avons réfléchi beaucoup sur ça, que la question de la peine de mort ne relève pas aux convictions religieuses, car le problème, c'est toujours un problème politique. Nous savons qu'il y a des pays musulmans qui ne pratiquent pas la peine de mort, et il y en a des chrétiens qui pratiquent encore la peine de mort. Et d'autre part, il faut même réfléchir quand on parle de peine de mort en termes de terrorisme, comment on peut penser que la peine de mort puisse être compris par ceux qui sont disponibles à mourir pour une cause. Donc nous espérons avec cette action soutenue par l'Union européenne d'attirer l'attention au plus haut niveau judiciaire, législatif et même de l'exécutif dans la dimension supranationale des standards sur les droits de l'homme. Et nous le faisons fort de deux passages de la résolution approuvée par l'Assemblée générale des Nations unies. La première, c'est le passage où la résolution affirme qu'un moratoire sur l'application de la peine de mort contribue au respect de la dignité humaine ainsi qu'à la promotion et au développement progressif des droits de l'homme. Je pense que c'est une phrase très importante qui donne la dimension dans laquelle se pose notre bataille, notre campagne pour l'abolition de la peine de mort. Et le deuxième passage, est celui qui demande aux États de communiquer des informations
sur l'application de la peine de mort, car ces informations peuvent contribuer à éclairer et rendre plus transparent le débat nationaux et internationaux, notamment sur les obligations des États en matière d'application de la peine de mort. Alors, sur ça, je veux dire que c'est central dans notre projet la connaissance, la possibilité de connaître, car il s'agit toujours de rendre visible ce qui est pour le moment invisible. La plupart des condamnés à mort, on ne les connaît pas. On n'a pas beaucoup d'informations sur leurs conditions et nous pensons qu'on peut arriver à l'abolition de la peine de mort ou au moins à une moratoire légale des exécutions capitales à travers un grand débat public qui puisse accroître la connaissance de tous avec une extension de sensibilisation et aussi une élévation de la conscience collective. Nous, en tant que Ne touchez pas Caen, en tant que parti radical, nous sommes engagés aussi au niveau international pour l'affirmation d'un nouveau droit humain, celui à la connaissance. Et alors, je pense, et je vais conclure, que c'est très important de comprendre même le sens de ce mot « connaissance ». Margot Panel disait qu'il faut réfléchir sur le fait que connaissance signifie connaissance. Ça veut dire naître ensemble à travers le dialogue, à travers la possibilité d'échanger et de, je répète, naître de nouveau et créer de cette façon une réalité et à travers les modes de pensée nouvelles, plus justes et puis conformes aux obligations et aux standards internationaux qui nous unissent tous ensemble pour faire de nous une même communauté internationale. Donc, merci encore pour être ici, merci pour votre attention et bon travail. Merci Elisabetta. J'invite Monsieur Roberto Giovanni. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes. Je remercie pour l'invitation à nos travaux personnellement toutes les autorités présentes, les organisateurs du congrès, les amis de Nessuno Tocchi Caino et les collègues avocats tunisiens qui sont présents dans la salle. Je suis ici en tant que délégué du Conseil national du barreau italien qui m'avait donné l'honneur de faire une intervention à ce congrès international et je porte le salut du président du Conseil national du barreau italien, maître Andrea Mascherin. C'est un grand honneur pour moi que de parler en Tunisie, un pays où les collègues avocats ont gagné le prix Nobel pour la paix en 2015, ensemble à l'Union des industriels, au syndicat et à la Ligue des droits de l'homme. Dans les bassins de la Méditerranée, la profession d'avocat a été et est encore au centre de batailles très difficiles pour l'affirmation de droits civils et de la démocratie. Je voudrais faire deux exemples surtout. Aujourd'hui, la Turquie et hier, la vôtre Tunisie. Nous devons prendre comme exemple le rôle social qu'ont eu les avocats en Tunisie pour soutenir la démocratie, la paix, les processus constituants et aujourd'hui qui ont les avocats et la société civile en Turquie pour défendre les droits civils. Il est vraiment touchant pour moi de retourner encore une fois en Tunisie.
Je suis été la première fois en 2011 pour participer à la première cérémonie du stage, après les événements dramatiques de janvier de 2011. Et je suis revenu encore en 2015 avec le coordinateur de la Commission droits humains et rapports internationaux et méditerranéens du Conseil national des barreaux italiens, Maître Francesco Caia, après l'attentat au musée de Bardo. L'attentat souleva stupeur, rage et indignation parmi la population et conscience qu'il s'agissait d'une attaque aux valeurs fondamentaux de la société civile. Le Conseil national du barreau italien a signé dans cette occasion, en 2015, un protocole d'accord avec le Conseil national du barreau tunisien et en participant ensuite à un congrès international qui a eu lieu à Tunis-Carthagène. On restait en contact continuel avec les collègues tunisiens qu'on reçut à Rome tout de suite après la nouvelle de l'attribution du Nobel pour la paix, où ils ont été reçus par le pape et par le président du Parlement italien, Laura Boldrini. Nous sommes revenus ensuite encore l'année passée, en 2016, et nous avons déposé des fleurs sur la très belle plage de Sousse, théâtre du tragique attentat qui coûta la vie à 39 personnes, touristiques européennes et des autres pays. On l'a dit d'une très belle façon, et nous comparons sur la réforme du procès pénal tunisien qui est entré en vigueur juste le 1er juin 2016, en admettant pour la première fois que les avocats puissent assister depuis le début les personnes arrêtées, ayant obtenu aussi la réduction à 48 heures de la garde à vue et de l'arrêt maximum d'arrestation de police qu'auparavant était de 6 jours. La réforme a été possible consécutivement à l'entrée en vigueur de la Constitution. À cette occasion, on eut l'idée de retourner à Sousse nombreux comme avocats pour dire non à la violence, non au terrorisme, mais oui à la paix, oui à la démocratie. L'idée s'est concrétisée en mai de cette année, lorsque près de 200 collègues provenant de tous côtés d'Italie sont venus à Sousse pour témoigner sa propre affinité et compréhension auprès du peuple tunisien, et pour rendre hommage aussi à un barreau courageux qui a joué un rôle capital pour garantir les passages à la démocratie, en évitant, où il a été possible, que le match puisse se jouer sur le plan de la violence. Un barreau qui ensuite ne s'est pas retiré après les résultats obtenus, et avec les autres membres de la société civile tunisienne, l'Union des industriels, les syndicats, l'Union des droits humains a développé une œuvre silencieuse et profitable aussi de médiation parmi les différentes forces politiques, en permettant l'approbation de la Constitution en 2014. Les avocats ont payé un prix très haut, nous pensons à la mort de l'avocate Chokri Belaïd. Nous ne pourrons jamais oublier les images de janvier 2011 lorsque des centaines de collègues tunisiens s'interposèrent parmi la foule et la police armée seulement de leurs robes, portées avec orgueil et du respect et l'approbation du peuple. On vit de nouveau une période difficile pour les droits, même pour ces fondamentaux, et on la vit aussi dans les pays qui ont des constitutions démocratiques et qui adhèrent aux traités ou à des conventions internationales écrites en défense des droits. Une guerre dissimulée, jouée par tous les moyens, frappe aveuglément la population civile et sème la terreur, dont le but précis est de faire pousser la peur et avec elle les instincts qui sont en nous et qui nous conduisent à nous fermer à l'intérieur de nos maisons, à suspecter de l'étranger du différent, à nous armer pour l'autodéfense et ne plus avoir confiance dans les institutions démocratiques, en poussant même quelqu'un à demander de réintroduire la peine de mort. Il s'agit d'instincts très dangereux qui risquent de nous amener en arrière dans les siècles les plus noirs de l'histoire. Il faut réagir à la terreur, il faut réagir à la peur, il faut le faire ensemble. Il faut se défendre de celui qui sème la terreur, bien sûr, et pour le faire, nous avons besoin des forces qui sont proposées
à la tâche de défendre les citoyens et les institutions. Mais il faut être conscient que l'on ne peut pas se défendre seulement par l'utilisation de la force, même si légitime, et par les armes. Pour gagner cette guerre, l'on a besoin d'un dialogue, de comparaisons, de rencontres de cultures différentes. Est-ce que ça a été les hasards qui a voulu que le 14 pour le dialogue national a gagné le prix Nobel pour la paix en 2015? Non, je crois que non. Ce sont tous les membres de la société qui doivent se mobiliser à réagir, en créant un réseau de dialogue et d'échange de nouvelles qu'aucune bombe ne pourra trancher. Il faut avoir bien sûr économie, développement et bien-être. C'est un fait évident qu'extrémisme et intolérance iront pousser là où plus grave est la malaise sociale, en Europe ainsi que dans les autres continents. Dans les bassins méditerranéens, on doit répartir avec courage et force pour favoriser un processus de développement économique qui prévienne, au moins en partie, la fuite désespérée vers les côtes de l'Europe du Sud et de l'Italie. Nous, les avocats, mais nous, la société civile, devons jouer un rôle donnant la voix aux citoyens qui quotidiennement s'adressent à nous pour obtenir justice, c'est-à-dire exerçant en plein le rôle même de l'avocat. Il est évident que la seule réponse pénale et répressive ne restera pas à arrêter cet odieux trafic humain et l'absence des politiques de l'Union européenne et de la coopération internationale qui créent des possibilités de travail, paix et stabilité dans les pays d'où proviennent les personnes migrantes. La démocratie et la paix sont assurées dans le respect de la loi. La démocratie et la paix sont assurées seulement par la punition des coupables dans le respect de la loi. À la fin des procès équitables, selon les principes contenus dans les conventions internationales. La législation d'urgence ne peut pas et ne doit pas léser les droits humains. Ou le c'est bien nous les avocats qui avons la charge de défendre les droits des citoyens. Nous avons un rôle social à accomplir et si l'on doit et si l'on veut célébrer les procès dans les salles de justice et pas sur les médias, ne pouvons pas renoncer à notre rôle dans la société ou dehors du procès, et en particulier lorsqu'il s'agit de défendre les droits humains, les droits fondamentaux. Les avocats italiens ont toujours lutté contre la tyrannie et l'absolutisme pendant des siècles, aussi lorsque la nation italienne était encore divisée en beaucoup d'États. Au XXe siècle, beaucoup d'avocats ont combattu la dictature fasciste. La résistance italienne a été organisée par les citoyens de toutes les classes sociales et de différentes idées politiques, catholiques, socialistes, communistes, républicains, libéraux, qui ensuite ont rédigé ensemble la Constitution italienne de 1948, qui fut une compromission entre ces différentes forces politiques. Les valeurs de la démocratie et de l'état de droit doivent être protégées après les avoir vaincues comme arrive en Italie pendant la saison du terrorisme d'extrême gauche et d'extrême droite, dans les années 70 et 80 du siècle passé. Nous devons remettre l'homme au centre, nous devons parler aux gens, nous devons continuer à faire comprendre que nous sommes à leur côté dans la défense des droits, dans les procès, et que nous ne sommes pas coupables en participant d'une situation de justice dénuée, participant au débat sur les droits civils et sur les droits sociaux dans tous les lieux. Si chaque personne sera déterminée, si chaque avocat sera conscient d'être obligé quotidiennement de se battre pour la défense des droits fondamentaux et sociaux des citoyens, et que, pour répondre à une telle obligation, il doit savoir se déplacer dans le cadre normatif des pays du bassin de la Méditerranée, nous aurons certainement un avocat plus fort. En conclusion, il faut combattre l'idée que le terrorisme est vaincu par des lois exceptionnelles et revenant à la peine de mort. En Italie, la date d'abolition de la peine de mort fut pour les crimes de droit commun le 1947 et la date de la dernière exécution le mois de mars 1947. En Tunisie, la dernière exécution capitale date aux premières années du 90 du siècle passé. Malheureusement, la peine de mort est encore prévue et exécutée en beaucoup, trop d'États, et dans quel cas on les risque qu'elle pourrait être réintroduite.
Pour cela est très important l'adhésion du Conseil national des barreaux italiens au projet Contenir la peine de mort en thème de guerre au terrorisme en Égypte, Somalie et Tunisie, approuvé par la Commission européenne de la durée de 3 ans, 2017-2019, par la souscription d'un protocole d'accord avec l'association Nessuno Tocchi Caino, qui est l'organisation en première ligne du projet. Ce projet prévoit parmi d'autres choses l'organisation de séminaires adressés aux avocats pénalistes sur la défense des droits de celui qui risque ou est condamné à la peine de mort, à réaliser sur la base d'une étude préliminaire sous forme de sondage sur les difficultés et sur les majeurs besoins des avocats engagés en des cas capitaux. Création d'un groupe d'avocats qui prennent en défense légale pro bono des cas capitaux à partir de ceux qui, si amenés devant les cours suprêmes, peuvent se résoudre en sentences qui réduisent le domaine d'application de la peine de mort avec des effets généraux. Action de sensibilisation de l'opinion publique sur le thème de la peine de mort à partir de l'adoption de cas particulièrement significatifs. Le barreau italien apportera tout son soutien et sa contribution dans la phase de la formation. Le défi auquel il faut faire face aujourd'hui à niveau global est de donner sûreté aux citoyens sans renoncer aux droits fondamentaux. Nous ne pouvons pas renoncer à la liberté de manifester notre pensée, nous ne pouvons pas renoncer à la liberté de presse, nous ne pouvons pas renoncer à la liberté de réunion. Nous devons administrer la justice dans le respect des règles du juste procès, les principes de l'égalité, les droits des citoyens arrêtés de pouvoir rencontrer tout de suite son avocat et ses familiers. Nous ne pouvons pas tolérer les conditions pénitentiaires inhumaines et dégradantes. Nous ne pouvons pas tolérer que les détenus soient massés en 10, 15 et même plus que ça, ayant à disposition que 2 ou 3 mètres carrés par personne. Nous ne pouvons pas tolérer la torture et la peine de mort, malheureusement encore aujourd'hui appliquée. Je vous remercie pour votre attention. ميرسي مسيو روبرتو. نعتذر على تأخر المترجمين اللي هما جايين في الثنايا. On s'excuse pour le retard. Donc les traducteurs, ils arrivent, ils sont en chemin, en cours. J'invite Monsieur Absatar Ben Moussa. نقول كلمتين فرنساوي ملو بعد. D'accord. Bon, chers amis, chers invités, je représente l'Organisation arabe des droits de l'homme, donc je vais parler en arabe, malgré que les interprètes ne sont pas là. السيدة إليزابيث والسيد روبرتو جيوفاني، الأخ عبد الباسط بالحسن والأخ جمال مسلم، يعني الإخوة والأخوات ممثلي المنظمات الدولية والوطنية والإدارة السجون، أنا مش راح بكم كل واحد يعني اسمحوا لي أن أرحب بكم جميعا وأقول لكم السلام عليكم. وكلمة السلام تتناقض مع الإعدام، سواء بموجب حكم قضائي أو بموجب عمل إجرامي. منذ اليوم العالمي الذي نظمه الائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام يوم 10 أكتوبر 2016 حول مسألة عقوبة الإعدام في القضايا الإرهابية، منذ ذلك اليوم والنقاش محتد ومتواصل في وقت اتسعت فيه قائمة الدول التي ألغت تلك العقوبة، ومن بينها إيطاليا ألغتها منذ سنة 1947 في حين أن فرنسا ألغتها سنة 1981. قلت احتد النقاش تحت ضغط عديد القوى السياسية والأحزاب للمطالبة بالعودة إلى عقوبة الإعدام، إلا أن تلك المطالبة لقيت معارضة شديدة من قبل عديد المفكرين والزعماء السياسيين.
استنادا إلى عدة حجج. أولها أن الحق في الحياة هو حق مقدس لا يمكن انتزاعه ولو بموجب حكم عادل. وثانيا أن القانون الدولي وخاصة المواثيق الأمم المتحدة ألغت عقوبة الإعدام منذ مدة. وثالثا أن تلك العقوبة لم تشكل أبدا عنصرا ردعيا ولم تحد من الجرائم الخطيرة في كل الدول التي قننت تلك العقوبة، ومنها الولايات المتحدة. بعض الولايات فيها التي تنفذ العقوبة الجرائم فيها أكثر من الولايات التي تنفذ تلك العقوبة. رابعا كثيرا ما تستعمل تلك العقوبة لتصفية خصوم سياسيين وتاريخنا حافل بذلك. ورابعا أن الإرهابيين عادة ما يقدمون على تنفيذ العمليات الإرهابية رغبة في الاستشهاد، وقد يشكل إعدامهم عنصر استقطابا لعناصر جديدة إرهابية تعتبرهم شهداء وتعمل على طريقهم. والسيد روبير بادينتر أكد على ذلك في المؤتمر الدولي الذي أشرت عليه. المنظمة العربية لحقوق الإنسان التي تمثلها، وقد يختلف رأيي معها ويختلف، هي تضم عديد المنظمات من بينها الرابطة التونسية لدفاع حقوق الإنسان، وموقف الرابطة سيتحدث عليه الأخ جمال الرئيس الحالي للرابطة. لكن أريد أن أؤكد أننا أثناء مناقشة الدستور كنا حددنا موقفنا وطلبنا من المجلس التأسيسي بدسترة إلغاء عقوبة الإعدام، فإذا بالعكس حصل. المنظمة العربية لحقوق الإنسان هي منخرطة في هذا المشروع، وهو الحد من عقوبة الإعدام خلال الحرب على الإرهاب. بالنسبة للمنظمة العربية موقفها هو الحد من هذه العقوبة، حصرها في جرائم خطيرة، وأيضا العمل على إيقاف تنفيذ هذه العقوبة. لا أريد أن أطيل لهذه الجلسة الافتتاحية. نتمنى النجاح لندوتكم الدولية، وأشكر كل المنظمين، ونحن في حاجة إلى مثل هذه الندوات، لأن هي مسألة تقريبا تعتبر صعبة، وخاصة الرأي العام عندما تتحدث عن إلغاء عقوبة الإعدام تجد خاصة الرأي العام أغلبيته ضد، ونحن كمثقفون يجب أن يكون لنا موقف شجاع في هذه النقطة. وشكرا. السلام. شكرا أستاذ عبد الستار. Je passe la parole à Monsieur Jamel Msalem. Je vous en prie. Aïchek Maya, je vais essayer de te préserver cette peine de traduction. Donc, c'est prévu de dire un petit mot à l'ouverture de ce colloque concernant la peine capitale. Les traducteurs ne sont pas encore là, mais on va faire avec. Et je vais essayer d'être bref, concis et parler dans un style télégraphique. Je représente la Ligue tunisienne de défense des droits de l'homme, créée en 1977 et était le premier organisme de la société civile à parler de la question de la peine de mort. Excusez-moi. Et c'était en 1985. Qu'est-ce qui s'est passé en 1985 ? Il y a eu donc une sentence de peine capitale pour 8 jeunes qui habitaient la banlieue de Tunis. Et c'était pendant les événements appelés les événements du pain, Hadath al-Khobz. Et la Ligue, à l'occasion aussi de la discussion, une préparation de sa charte, a bougé, a fait circuler des pétitions et a organisé certaines activités demandant le président de la République, Habib Bourguiba, d'utiliser son droit à l'amnistie, ce qui a été fait au fait. Et cette sentence de peine capitale a été commuée en prison à vie.
Par la suite, la question s'est posée, mais une grande résistance qui, je pense, est actuelle depuis longtemps, a peut-être freiné les efforts de la Ligue pour demander que ce soit un moratoire sur l'exécution dans le temps ou que ce soit l'abolition de la peine capitale. Aujourd'hui, après la Révolution, il y a eu 77 condamnations à mort. Condamnations. Nous vivons un moratoire depuis 1991. Mais nous avons espéré, nous, avec nos partenaires dans la coalition contre la peine de mort et beaucoup d'autres militants pour les droits de l'homme, que pendant la discussion de la Constitution de 27 janvier 2014, cette peine sera enlevée. C'était une occasion pour tout le monde pour vivre une transition, et nous la vivons encore avec ses difficultés, etc. Mais nous avons raté la discussion, nous avons raté la Constitution, le fait dans la Constitution d'intégrer l'abolition carrément de la peine capitale. Nos partenaires, essentiellement Amnesty International, la TFD, l'AFTUR et tout ça, nous continuons à travailler au sein d'une coalition contre la peine de mort qui a été créée, et nous essayons de changer un peu ce rapport de force. Nous essayons d'imaginer des solutions pour la sensibilisation, pour que ce refus actuel, ce refus qui pourrait être donc expliqué par l'horreur des crimes, que ce soit les crimes terroristes, que ce soit les autres crimes du droit commun, mais ça n'empêche pas que nous avons actuellement un cas d'erreur judiciaire. Il y a toujours les erreurs judiciaires, mais il y a toujours l'élimination des adversaires politiques. Cette peine capitale a été, dans l'histoire, utilisée pour ça, et nous continuons à militer, nous continuons à agir dans la réalité pour ce changement et pour l'abolition de la peine capitale. Je remercie toutes les présentes, tous les présents pour l'effort, et je considère que le fait de parler de la peine capitale, c'est un pas en avant, et on va essayer de cumuler ces pas pour un changement de qualité. Merci. شكرا سي جمال. أدعو سي عبد الباسط فليتفضل. صباح الخير الصديقات والأصدقاء. سأتكلم بالعربية لأن هناك من ضيوفنا من لا يحذق الفرنسية، ثم سأقدم تلخيصا قد يكون غير أمين بالفرنسية، وأتمنى أن يكون أمينا بالفرنسية. الصديقات والأصدقاء، السيدات والسادة، ممثلي السفارات، ممثلي المنظمات غير الحكومية، ممثلي كذلك نوادي المواطنة، باسمي وباسم مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان، وهو ممثل هنا بالصديق جابرييل ممثلا عن منظمة اليونسكو عضو مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان، والأستاذ جمال مسلم ممثلا للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الدكتورة حفيظة شقير رئيسة الهيئة العلمية للمعهد العربي لحقوق الإنسان ونائبة الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك الأستاذ نجيب عبد المولى من الهيئة العلمية. يشرفني أن أؤكد على سعادتنا باستقبال منظمات عريقة في الدفاع عن الحق في الحياة، ومنظمات عملت على مدى سنوات أو عقود من أجل يعني الدفاع عن الحق في الحياة.
يعني التحالف الدولي لإلغاء عقوبة الإعدام، منظمة العفو الدولية، الفيدرالية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان، وكذلك هاندز أوف كاين، نوتوكيا كاينو. ومثل ما ذكرت الصديقة إليزابيتا، يعني الندوة اليوم تذكرني بتلك الندوة الكبيرة والهامة جدا التي انتظمت منذ أكثر من 20 سنة في تونس، وأقول افتتحت نظرا إلى قيمتها العلمية وقيمتها الرمزية، افتتحت مسارا طويلا من أجل التفكير في قضية شائكة وقضية يعني لا تعتبر من القضايا السهلة التناول، مثلها مثل قضايا أخرى كالمساواة مثلا ومنع التمييز، التي كذلك تطرح يعني إشكالات كبيرة وتتطلب حوارا رصينا، وتطلب الكثير من الثقافة والكثير من المعرفة والكثير من الاجتهاد الفلسفي والقانوني والسياسي، ولكنها كذلك تحتاج إلى أكثر ما تحتاج إلى ناس شجعان. التقدمات الكبرى، التطورات الكبرى على درب الحقوق والحريات احتاجت في بلداننا إلى اجتهاد سياسي، القرار السياسي والرؤية السياسية، إلى الاجتهاد الفلسفي والثقافي والقانوني، وكذلك احتاجت إلى الاجتهاد الديني وغيرها من الأشياء. ولدينا في تونس مثال كبير جدا وهو إلغاء العبودية. هذا المثال الذي جسد بلدا في فترة معينة اجتهد حول موضوع شائك جدا قد يماثل قضية يعني الإعدام أو قضايا أخرى. إذن المعرفة، الاجتهاد، الشجاعة، الرؤية السياسية، ثم كذلك وهذا التفاوض والحوار، الحوار بين كل أطراف المجتمع. وأقول أن تلك الندوة في 1995 أطلقت مسارا للتفكير الطويل يعني حول هذا الموضوع. لا أريد أن أطيل، ولكن أقول أنه المعهد اعتبر دائما أن البحث في قضية يعني الحق في الحياة وقضية الإعدام هو جزء من البحث في قضايا أخرى. أولا قضية يعني فلسفة العقاب. فلسفة العقاب يعني هناك ناس لا يرون أن هناك تطور كبير في فلسفة العقاب. انتقلنا من عصور كان الإنسان عندما يرمى في السجن يعني ينسى تماما، انتقلنا من يعني العقوبات البدنية، تطبيق الحدود، انتقلنا إلى فلسفة في العقاب. لا أقول أننا تطورنا تماما وأصبحنا، لا، هناك تطور في فلسفة العقاب. وهنا طرح قضية الإعدام هو في إطار تطور فلسفة العقاب ونظريات العقاب وقانون العقوبات وغيرها من الأشياء. فلا شيء يمنع من تطور النقاش حول هذا الموضوع. ثانيا هناك نوع من يعني الإشكالية الغريبة. أكثر من 160 دولة ألغت عقوبة الإعدام أو أوقفت التنفيذ في 20 سنة الماضية وال10 سنوات الماضية، يعني تطور هائل على مستوى النتائج. إذن الذين ألغوا أو أوقفوا العقوبة أكثر من الذين ما زالوا يمارسونها، ولكن الإعدام يطلع كلما كانت هناك أزمة جريمة فظيعة، الآن الإرهاب وغيرها، تطلع قضية الإعدام. وعندما تطلع فهذا يعني أنه هناك وتناولها يكون دائما بعاطفة كبيرة وبشحن وبطلب للثأر وغيرها. إذن هذا لا يمكن أن يكون مجرد يعني هكا رد فعل. يبدو أن هناك أشياء عميقة داخل المجتمع، عميقة، يجب أن تدرس ويجب أن نعد لها أجوبة. والأجوبة
هي في ما معنى الحياة عندنا، ما معنى الحياة، ما معنى العقاب، وكيف نواجه الجريمة الكبيرة والتي تؤدي أحيانا إلى فظاعات كبيرة، يعني اغتصاب أطفال وقتل وغيرها، ثم جريمة الإرهاب كيف نواجه، يعني إنسان يحمل السلاح ويدمر نفسه ويدمر الآخرين، كيف نواجهها؟ يعني فهمتني؟ السؤال كبير. أولا يعني ما هو مفهوم الحياة لدينا؟ يعني تعرف أنه في أحد المقالات أنا قلت أنه الإرهاب يقتل الأحياء والموتى. يعني تذكروا أنه في فترة معينة كانت فما موضة وهي عمليات انتحارية في مواقف الجنائز، عمليات انتحارية في الجنائز. إذن فما مرحلة قصوى من القتل ومرحلة قصوى من الجريمة. هنا أقول أنه يجب أن نفكر في قضية الإرهاب في تعدد مستوياتها. يعني أن نواجه قضية الإرهاب أولا بالتفكير في العقل والوجدان الذي يؤدي إلى أن يصبح الإنسان إرهابيا، أن نفكر فيه وأن نحلل هذا، وأن نجيب ثقافيا وحضاريا عن هذا الموضوع. ثانيا الجواب الأمني، أن يكون هناك استعداد أمني حقيقي لمواجهة ظاهرة الإرهاب. ثالثا الجواب القانوني، إقامة العدالة. إقامة العدالة، هذه الأجوبة الثلاثة عندما تصبح نوع من الثقافة العامة، تتحول إلى ثقافة، فإنها يمكن أن تجيب عن سؤال علاقة الإرهاب بالحق في الحياة. كذلك عندما نفهم العلاقة بين العنف والمدنية، عندما يصبح للناس إدراك بما معنى الدولة، عندما يحس الناس أنهم هم الدولة العادلة، الدولة التي تطبق القانون، الدولة التي تتحول بالمسؤولية. عندما يستبطن الإنسان القاعدة القانونية والدولة ومفهوم الدولة، فإنه سينتقل من بعد إلى مفهوم المدنية الذي تقوم عليه الدولة. وعندما يستبطن الإنسان مفهوم المدنية الذي تقوم عليه الدولة، فإنه سيعرف أن الدولة لا تقتل مثل الإرهابيين. لا يمكن الدولة أن تقتل مثل الإرهابيين، لأنها ستدخل في منطق الإرهابيين، وهو ليس منطق إقامة القانون والمواجهة القانونية والأمنية والدفاع عن الحق الأمن للأشخاص، بل الدولة وقتها تنتقل إلى مفهوم التشفي والثأر، والدولة لا يمكن أن تقوم على مفهوم التشفي والثأر. إذن أقول أن هذا ما نبحث فيه، كيف في نفس الوقت نعمل على القاعدة القانونية. القرار السياسي يجب أن نطورها حول قضية الإعدام، ولكن في نفس الوقت يجب أن نشتغل على عمق أعماق المجتمع في هذه القضايا، مثلها في قضايا أخرى اشتغلنا عليها، العدالة الانتقالية، الإصلاحات السجنية، وغيرها من القضايا التي اشتغلنا عليها. الآن هناك فرصة من أجل وهاندز أوف كاين ومختلف المنظمات الدولية تتعاون مع المعهد من أجل بناء ثقافة مجتمعية تطرح هذه القضايا، وهي قضايا صعبة وتتطلب حوارات جدية ومفتوحة، وحوارات بين مختلف الفئات الاجتماعية. هذا ما نحاول أن نقوم به، وشكرا. Donc, comme je disais au début, ça ne peut pas être un résumé fidèle à ce que je venais de dire, parce que c'est impossible de le faire. Mais je dirais que la question de la peine de mort a été un long processus. Des organisations internationales telles que l'Alliance contre la peine de mort, Hands of Caen, Amnesty International, la Fédération internationale des droits de l'homme, et d'autres organisations comme la Ligue tunisienne des droits de l'homme, l'Organisation arabe des droits de l'homme, ont essayé de développer un processus de réflexion
et d'action sur l'abolition de la peine de mort. La question de la peine de mort n'est pas une question de simple intervention juridique. Nous avons besoin, pour combattre la peine de mort, nous avons besoin bien sûr de l'arsenal juridique, nous avons besoin d'une vision politique, nous avons besoin d'une aussi réflexion philosophique, mais la peine de mort aussi demande une éducation populaire qui essaie de travailler aussi des questions telles que l'éthique de la vie, ce que veut dire la vie dans une société. Elle demande aussi à ouvrir un débat sur le sens du châtiment, le sens de... et là, je pense que l'humanité a fait des avancées énormes sur la question de la peine, de la question de la peine. Et je pense qu'on doit continuer cette réflexion et ces avancées-là. Je pense que la question de la relation entre la peine de mort et le terrorisme ne peut pas être débattue dans le seul cadre de la réaction aux actions criminelles du terrorisme, mais il faut intégrer cette question dans une réflexion sur comment faire face à la peine de mort, au terrorisme sur le plan sécuritaire, sur le plan de la justice, mais aussi le terrorisme comme mentalité, comme culture de la mort et aussi comme une culture de la négation de l'autre. Donc il faut poser la question du terrorisme dans cette dialectique de la relation de violence et civisme. Nous avons besoin d'inculquer à nos populations la culture de l'État de droit, pour essayer de marginaliser et de combattre la culture de la violence et la culture de la négation de l'État et le non-droit. Merci. J'aimerais juste vous parler. En présence, il y a les coordinateurs des clubs de citoyenneté, les enseignantes et les jeunes élèves qui ont participé au concours international de l'abolition à la peine de mort. Un concours, c'est sa 3e édition. Donc, on a voulu profiter de cette occasion pour les remercier. Donc, et leur rendre hommage. Ce concours était à l'initiative de l'association française Ensemble contre la peine de mort, avec la coalition tunisienne contre la peine de mort. Il y a eu une campagne de sensibilisation dans les établissements scolaires. Et après cette sensibilisation autour de la thématique l'éducation au droit de la vie et l'abolition de la peine de mort, on a voulu faire profiter nos jeunes tunisiens à participer à ce concours qui a regroupé 50 pays dans le monde. Donc j'invite Monsieur Chokri Latif, président de la coalition tunisienne contre la peine de mort, et Nicolas Perran, avec votre présence, pour leur présenter les prix et des certificats de participation à ce concours. حبيت نحكي هم موجودين معنا منسقين تلامذة وأساتذة لنوادي التربية على المواطنة اللي هم شاركوا في مسابقة دولية حول أرسم لإلغاء عقوبة الإعدام. هذه المبادرة جات من الائتلاف التونسي لمناهضة عقوبة الإعدام، وكذلك جمعية معا ضد عقوبة الإعدام الفرنسية. حبينا بالفرصة هذه نهتزوا الفرصة هذه باش نقدموا لهم شهادات شكر وتقدير، وكذلك هكا معناتها هدايا صغيرة سيمبوليك. ندعو سي شكري لطيف رئيس الائتلاف التونسي ضد عقوبة الإعدام، وكذلك نيكولا بيران
فليتفضلوا. كان هكا نقوموا juste انت pour prendre اي لوطه هنايا juste ici voilà. في زنازن تلميذ من المعهد الثانوي عقبة ابن نافع بالقيروان donc coordinateur et élève au lycée secondaire عقبة ابن نافع du Kérois. Alors j'invite Khouloud, élève donc du lycée secondaire Abou Qasim el-Chebi de Tozeur. Oui bien sûr. Tu veux maintenant après à la fin. Alors, j'invite aussi Aymen Jme'i, élève membre du club de citoyenneté au lycée secondaire 2 mars 1934 à Gasserine. Aussi, je tiens à remercier les coordinatrices et les inviter à recevoir leur certificat de remerciement aussi. J'invite Madame Abir Hanzouti, coordinatrice de club de citoyenneté lycée secondaire à Gasserine. Aussi Madame Alia Hosni, plutôt Madame Ferjania Rzaili, donc coordinatrice de club citoyenneté à Kérouan, Orba Ibn Nefa. Madame Alia Hosni, coordinatrice du club citoyenneté lycée secondaire Abou Qasim el-Chebi de Tozeur. Et avant de finir et passer à la pause café pour reprendre à la première séance d'état des lieux de la peine de mort dans le monde, j'invite Nicolas à donner un petit mot au nom de l'ECPM. Oui, merci beaucoup, je serai très rapide. Et je voulais juste vraiment vous remercier et remercier tous les participants du concours de dessin d'être présents et d'avoir profité de l'événement. Donc, comme l'a dit Maya, cette activité s'est inscrite dans le cadre d'un programme éducatif d'éducation à l'abolition, organisé dans 50 pays à l'occasion de la journée mondiale. Et ce que je voulais juste vous dire, c'est que du coup, l'exposition désormais est prête et elle va tourner dans la plupart des pays du monde au moment de la journée mondiale et sera exposée ici à Tunis. Lors de la semaine du 10 octobre 2017. Le lieu n'est pas encore identifié, mais vous serez tenu informé, bien évidemment. Merci. شكرا. نرجعوا احنا بعد ربع ساعة للجلسة الأولى وبالنسبة لأعضاء نوادي التربية على المواطنة كان ممكن نعملوا تصويرة جماعية معاكم مع سي شكري لطيف ونيكولا.